Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour ce webinaire que j'organise avec l'IS de PayIntech donc sur les 6 indicateurs clés pour garder le contrôle sur son poste client. Ça va durer une demi-heure. Pendant 20 minutes, on va vous présenter un peu la vision qu'on a développée avec Upflow en discutant avec beaucoup d'experts du sujet, beaucoup de CEO, de CFO, d'entreprises en croissance et de PME. Et l'IS aussi pourra partager son retour d'expérience à PayIntech. Je vais tout d'abord le laisser se présenter à vous. Bonjour à tous, donc je suis directeur financier chez PayIntech depuis maintenant 5 ans. Chez PayIntech, on fournit des solutions de paiement sans contact pour les professionnels du tourisme et des loisirs. Vous avez déjà retrouvé nos solutions, je pense, sur des festivals, des parcs aquatiques, des campings. C'est ce qui va vous permettre de mettre de l'argent sur un bracelet ou une carte à l'entrée du festival et de consommer un peu partout sur tous les points de vente. Donc on vend directement nos solutions aux gestionnaires. Donc il y a du service, il y a du hardware, il y a un peu de licence logicielle. Super. De mon côté, donc moi, Robin Is, donc je travaille à Upflow. Upflow, donc c'est un éditeur de logiciels. On met à disposition des PME et des PME qui font du B2B notamment, une plateforme qui permet de gérer justement son poste client avec de la structuration de relance, de l'implication des équipes, des suivis d'indicateurs financiers justement, et pas mal de petites fonctionnalités justement pour permettre de gérer cette partie facilement et de se faire payer plus rapidement, de baisser vos délais de paiement et de s'y retrouver au niveau de la trésorerie ensuite. Voilà. Alors pour vous présenter un peu le sujet, pourquoi est-ce qu'on parle aujourd'hui des indicateurs financiers du poste client? Pour une raison qui est simple. Donc l'argent, c'est la clé de l'entreprise. Hein. Aujourd'hui, quand un CFO arrive dans une entreprise, donc un directeur financier, c'est la première chose qu'il doit faire, c'est maîtriser son cash. En B2B, il y a la plupart des entreprises qui font faillite le font en raison de retard de paiement. D'où cette priorité importante. Le poste client, c'est donc l'ensemble des créances, donc des factures clients qui ne sont pas encore payées. Et c'est ce qui doit permettre la conversion finalement des ventes théoriques, donc de tout ce que permettent les métiers dans votre entreprise, en revenus réels, donc en flux d'argent sur votre trésorerie. Et donc pour gérer ça, et notamment dans des boîtes qui sont en croissance ou des boîtes d'une certaine taille, ça demande nécessairement de pouvoir se baser sur des indicateurs assez clés et pouvoir piloter ensuite sa stratégie financière, donc agir sur ses délais de paiement, ses moyens de règlement, enfin tout un tas d'outils qui permettent de s'y retrouver. Cette notion de vente théorique est ultra importante. Pour le coup, vaut mieux vendre, vaut mieux ne pas vendre que vendre et ne pas être payé in fine. Donc, pour le coup, ouais, cette notion de vente théorique en revenu réel, je pense que peu de CFO la maîtrisent parfaitement. Il faut tout de suite l'avoir en tête et tout de suite garder cet état d'esprit. Carrément. Donc du coup, on enchaîne un peu sur les bases, donc les indicateurs. Il y en a qui sont assez simples. Alors on a choisi 6, on aurait pu en choisir évidemment. Il y en a une vingtaine, il y en a une centaine. Ça dépend évidemment de votre activité, de ce que vous voulez gérer. Nous, on en a choisi qui correspondent davantage à des boîtes qui font du B2B notamment. Mais l'idée, c'est d'en donner quelques-uns. Après, ça dépend de votre activité. Donc, les premiers, c'est l'encours et le délai de paiement par client. Donc, l'encours, c'est l'ensemble, donc le total TTC des factures en attente de paiement. C'est un montant qu'il faut garder en tête, avoir tout le temps en tête. Et le délai de paiement attendu, donc c'est fixé par vous. Donc, c'est vous qui décidez un peu quelle échéance vous fixez pour vos clients. Et c'est la date théorique à laquelle ils doivent vous régler. Et ce choix, donc, il dépend à la fois de l'activité, des coûts impliqués, sachant qu'évidemment, si vous êtes une boîte qui fait de l'industriel et que vous mettez un délai de paiement trop long, sachant que vous avez déjà dépensé pour acheter les matières premières, ça va exercer une certaine pression sur votre trésorerie. À l'inverse, on a beaucoup de boîtes de conseil. Le principal coût lié à leur activité, c'est des salaires qui arrivent en fin de mois. Elles peuvent laisser 30 jours, mais allonger le délai de paiement, c'est augmenter les risques de pression sur votre trésorerie.
Je ne sais pas ce que tu en penses justement. Pour le coup, les délais de paiement, c'est souvent décidé par le client qui vend. Après, sur des grands comptes, il y a aussi des rapports de force un peu différents et c'est difficile de toujours imposer nos délais de paiement. C'est sûr, certain qu'il faut bien garder en tête la typologie de ce qui est vendu et la manière dont marche votre business et dont vous décaissez l'argent auprès de vos fournisseurs ou bien de vos salaires sur ton exemple de conseil. Et c'est sûr que c'est un élément à ne pas négliger, le délai de paiement. Faut le négocier de manière ultra précise, ultra agressive, parce que pour le coup, ça impacte les 5 autres indicateurs qu'on va voir aujourd'hui. C'est vraiment le point d'entrée de tout le reste. Voilà pour le délai de paiement. Alors ensuite, on a tout ce qui est montant échu et non échu. Alors ouais, on me fait remarquer justement, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans l'onglet à droite. On y répondra sûrement à la fin. Et donc n'hésitez pas. Voilà. Parenthèse fermée. Donc le montant échu et non échu. Donc le montant échu, c'est les factures donc en attente de règlement qui ont dépassé la date d'échéance, donc les factures en retard, parce qu'on essaie de limiter au maximum. Le non échu, c'est ce qui n'est pas encore réglé, mais pour lesquels la date d'échéance arrive plus tardivement. Donc, évidemment, ces montants sont liés à votre typologie client, à la saisonnalité de votre activité aussi. On a forcément des périodes, peut-être en août et fin décembre, où on va avoir ces indicateurs monter. C'est bien de les garder en tête, de les avoir toujours à disposition. Ouais. Chez Payintech, tout à l'heure, je vous parlais des délais de paiement. Chez Payintech, historiquement, on avait des délais de paiement qui étaient toujours à réception. Donc, en fait, j'avais 100% de mes factures qui étaient échues dès leur émission. Donc, j'avais du mal à me rendre compte quelle facture était échue depuis 30 jours et quelle facture était échue depuis 1 heure. Et pour le coup, je me suis rendu compte qu'on était rarement payé à réception quand on mettait des factures en paiement à réception. Donc, dès le début de l'année, on a tenté une nouvelle formule où on a passé toutes nos factures à 15 jours avec une relance automatique 2 jours avant la date d'échéance. Et on s'est rendu compte que ça laissait le temps aux fournisseurs de faire valider la facture, de les rentrer dans ces process. Et lorsqu'ils reçoivent la petite relance automatique 2 jours avant, toutes les étapes sont déjà réalisées et ça lui laisse les 48 dernières heures pour effectuer le virement. Et on s'est rendu compte en faisant cette petite manip en début d'année qu'on était payé beaucoup plus rapidement avec une date d'échéance à 15 jours qu'avec une date d'échéance à réception. Donc, bien faire attention à la fausse bonne idée de mettre toutes ces factures à réception, surtout qu'en plus, on n'y voit plus grand-chose et toutes les factures sont tout le temps échues. Donc, c'est pas très simple à suivre. Ouais, tout à fait. Et ça nous amène au prochain indicateur justement sur ces factures échues. C'est important aussi de bien se représenter les différentes urgences, on va dire, en termes de recouvrement, parce que vous avez des factures qui sont échues de quelques heures, mais d'autres qui sont beaucoup plus anciennes. Donc là, on parle de balance AG. La balance AG, c'est vraiment la représentation graphique de vos factures, de votre exposition client. Donc ça sert vraiment de base à l'organisation de la relance, comme tu l'as dit. Donc les relances sont pas les mêmes. On peut utiliser beaucoup d'automatique, de l'email sur tout ce qui est avant échéance. En revanche, dès qu'on rentre dans des catégories de factures un peu plus anciennes, à 30 à 60 jours, on va avoir besoin forcément de faire appel à d'autres moyens, de passer un coup de fil, de pourquoi pas faire du courrier, du recommandé. Au-dessus de 90 jours, on peut aussi avoir on peut aussi anticiper un éventuel passage en recouvrement juridique. Donc la balance AG, c'est vraiment cette photographie de votre exposition client et elle doit justement servir pour déclencher les bonnes actions de relance, impliquer aussi le reste de l'activité parce que c'est souvent les retards sont pas uniquement dus à des clients qui veulent pas payer, c'est aussi beaucoup dû à des problèmes de transmission d'informations en interne entre des équipes commerciales par exemple et une équipe financière qui s'occupe de la relance. Donc là aussi, c'est important de mettre en place des process efficaces. Ouais. Là, pour le coup, on rentre sur des indicateurs qui sont quand même beaucoup plus compliqués à calculer, à suivre au quotidien, à part si on a le bon outil et que c'est fait de manière automatique, mais
on est sur c'est sur des indicateurs que généralement qui sont pas forcément suivis chez les entreprises. Même si vous le suivez pas au quotidien, je vous conseille vivement de faire cette photographie et cette balance AG, je sais pas, 2, 3 fois par an, pour se rendre compte vraiment de comment est positionné votre poste client. Je sais que nous, on a fait l'exercice en rajoutant une petite granularité sur nos secteurs. Et typiquement, on s'est rendu compte que sur le secteur des stades, ça penchait fortement vers la droite. Ça nous a permis de reposer un peu notre politique commerciale et on s'est vite rendu compte que ça penchait à droite parce que les licences étaient encore payées par virement et les stades en profitaient un peu pour payer une fois tous les 3, 4 mois, les 3 mois de licence d'un coup. Et donc là, aujourd'hui, on a revu cette politique et tous les nouveaux clients de ce secteur ont l'obligation de signer un mandat de prélèvement dès le début et au moins on est sûr que cette partie de licence-là, elle est payée à temps et elle déborde jamais vers la droite. Donc, si vous avez la chance de suivre votre balance AG au quotidien, c'est très bien et je pense que ça vous permet de prendre des bonnes décisions. Si vous n'avez pas cette chance-là, forcez-vous au moins à le faire 2, 3 fois par an et il y a quand même voir cette évolution dans le temps et voir comment vos politiques font bouger cette balance. Ouais, sachant que, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une facture à plus de 90 jours, elle a globalement 6 à 9 fois plus de chances de ne pas être réglée. Donc, plus c'est ancien, moins ça a les chances d'être réglé. Donc, ça nécessite que vous passiez beaucoup plus de temps sur les anciennes que les nouvelles, a priori. Voilà, on arrive ensuite justement, donc une fois qu'on est au bout de la chaîne, au bout des 90 jours, à calculer ce taux de défaut. Alors c'est un taux qui est très peu suivi dans les entreprises. Il y a peu de gens qui ont vraiment une idée de ce taux de défaut et souvent on a l'impression que c'est marginal parce qu'il y a seulement quelques factures qui sont en défaut. Mais en fait ça l'est pas parce que 1% de taux de défaut, c'est 1% en moins sur votre marge brute. Alors quand on compare ça au chiffre d'affaires, on a l'impression que c'est rien. Mais quand on compare à une marge qui peut être de 5-6%, c'est tout de suite 20-30% de moins sur votre marge. Donc l'impact est vraiment important et significatif par rapport à ce qu'on peut l'imaginer. Toi, je crois que tu avais un exemple, Lies. Pour le coup, il faut bien comprendre la problématique du taux de défaut. J'ai un confrère qui a une société de BTP qui, la semaine dernière, a dû s'asseoir sur une facture à 50 000 euros. Dans le BTP, on est peut-être sur des marges à 10%. Donc 50 000 euros, sachant que lui, il doit continuer à payer son fournisseur. Il ne peut pas dire à son fournisseur, on ne m'a pas payé, je ne te paye pas. Et donc sur une marge à 10%, pour continuer ton exemple, il faut faire 500 000 euros de chiffre d'affaires en plus pour combler cette perte-là des 50 000 euros. Donc 500 000 euros de chiffre d'affaires, je vous laisse imaginer ce que ça représente pour une boîte de 20-30 salariés. Enfin, c'est assez énorme. Donc pareil, sur votre taux de défaut, même si vous ne le suivez pas au quotidien, essayez de le calculer 2-3 fois par an et essayez de bien vous rendre compte de ce que ça représente à l'échelle de votre boîte en fonction de votre taux de marge. Ouais, tout à fait. Et sachant qu'en plus, il y a les normes comptables donc, prennent en compte ce taux de défaut. Donc, c'est-à-dire que la norme IFRS 9, par exemple, vous impose de passer des créances, des créances en créances douteuses, donc à partir d'un certain montant. Vous avez aussi des normes comme les normes ISO qui imposent un seuil de taux de factures impayées à plus de 90 jours et à plus de 180 jours. Elle vous impose d'être en dessous d'un certain seuil, donc ça peut être du 0,4% du chiffre d'affaires par exemple. Donc c'est vraiment une marge d'efficacité et de solvabilité de votre entreprise si vous arrivez à faire baisser ce taux de défaut. Sinon, dans des process grands groupes, par exemple, c'est typiquement des choses qui peuvent être auditées et rentrer en compte. Donc, pour éviter ces taux de défaut, il y a plusieurs choses. Hein. On peut agiter la menace des pénalités, même si elles sont peu utilisées en pratique. C'est toujours une bonne menace et ça peut même, c'est ce que me disait Lies, ça peut même permettre de compenser certains défauts de paiement parfois. Ouais. Pour le coup, les pénalités, c'est vrai que c'est compliqué à appliquer, surtout sur des relations commerciales, historiques avec certains clients. Mais quand on est sur des relations un peu en one shot, il faut vraiment pas hésiter à appliquer ces pénalités. Généralement, quand elles sont appliquées, elles sont payées et ça peut compenser entre guillemets vos pertes sur des défauts purs qui eux sont irrécouvrables.
Et pour le coup, pareil, moi, le taux de défaut, je t'avouerai que je ne suis pas forcément au Ouais. quotidien, mais même sans le savoir, on sait rapidement où est-ce qu'ils sont concentrés dans l'activité, dans les secteurs. Et je sais que nous, sur le milieu événementiel, on avait beaucoup de défauts. J'ai pas calculé le taux, mais je sais que c'était représentatif. Et comme pour les stades, on a revu un peu nos politiques commerciales. Et aujourd'hui, tous les nouveaux clients avec lesquels on n'a jamais travaillé avant sur l'événementiel nous payent 100% avant l'événement. Ouais. Donc ça nous a sans doute ôté une ou deux signatures, mais c'est peut-être les une ou deux signatures qui auraient fini par pas nous payer. Donc comme on le disait tout à l'heure en introduction sur les ventes réelles converties en revenus, les ventes converties en revenus réels, vaut mieux se priver d'un ou deux clients et d'en avoir 100% qui payent que prendre ses clients en plus et avoir le risque d'avoir un taux de défaut en pure perte. Ouais, tout à fait. Ouais, je pense qu'il y a de toute façon, alors là, on a un petit outil, par exemple, pour vraiment analyser, parce que c'est important de pouvoir comprendre d'où viennent les problèmes et les problèmes de défaut, et de pouvoir analyser aussi l'impact du pilotage financier qu'on fait, donc des process qu'on met en place pour faire du recouvrement, si c'est du ciblage de clients comme vous l'avez fait sur l'événementiel. C'est important de comprendre justement l'impact de cette décision-là. C'est pour ça que là, je vous ai mis un petit graphique avec les cohortes de facturation. L'idée, c'est simple, c'est de prendre, en fonction du mois d'émission de la facture, donc là, vous voyez à gauche, avril, mai, juin, de prendre un peu tout le panel de ces factures et de regarder quand est-ce qu'elles ont été payées, donc toutes les factures d'avril, quand est-ce qu'elles ont été payées, et se rendre compte un peu des pourcentages de paiement en fonction de la durée. Et en fait, cette analyse que vous allez faire sur votre cohorte, ça va vous permettre de voir que si vous avez des super chiffres en mai et pas en avril, c'est peut-être parce qu'en mai, vous avez mis une politique en place justement pour baisser ce délai de moyen de paiement, de voir que si de nouveau en juin, on a des taux de paiement et des taux de défaut qui augmentent, c'est qu'au contraire, vous n'avez pas suivi les process que vous vouliez mettre en place. Et c'est la bonne manière vraiment de voir les impacts réels si vous avez mis en place un process pour remonter des infos à vos commerciaux, mis en place, je sais pas, des courriers automatiques à un certain moment dans le recouvrement. C'est une bonne analyse à faire, donc qui peut être intéressante à mener, même si ça peut être long quand on n'a pas forcément les bons outils, les bonnes bases de données de facture. Le cinquième, donc on arrive à l'exposition client, donc par responsable de compte. Là aussi, on est toujours dans plonger un peu plus dans l'analyse de votre exposition client. Une façon de le faire, c'est regarder la typologie des clients, donc identifier les clients qui paient moins bien et mettre en place des process au niveau du moyen de paiement comme vous l'avez fait avec le prélèvement en amont. Mais ça peut être dans le suivi, ça peut être un suivi différent avec de la relance. Au niveau des responsables commerciaux aussi, parce qu'on sait que dans beaucoup d'activités, la facture peut être faite par le commercial et derrière, si on n'a pas les bonnes infos dans son CRM ou des choses comme ça, ça devient compliqué de suivre ensuite pour le département financier. Donc, comment est-ce qu'on les réimplique? Comment est-ce qu'on leur met des incentives? Souvent, la première mesure, c'est déjà de partager ces chiffres. Nous, on a on fait beaucoup de formation justement à l'outil avec des équipes commerciales. On se rend compte qu'en fait, il y en a plein qui souvent découvrent que le client, leur top client à qui ils vendaient énormément, avait jamais payé. Et en fait, c'est juste des infos qu'on n'avait pas. Donc, commencer par partager ces infos, c'est déjà quelque chose. Et ensuite, penser à d'autres choses, des incentives, des choses comme ça. Ouais. Surtout que le partage de ces infos, dans pas mal de cas, ça peut avoir un impact directement pour le responsable de compte. Enfin, typiquement, si le responsable de compte est objectivé sur le chiffre d'affaires encaissé et pas uniquement le chiffre d'affaires facturé, on doit être capable de lui montrer de manière assez automatique et assez rapidement son exposition client, les détails de ses clients. Et si en lui transmettant ces infos de manière assez rapide qu'on peut espérer qu'il ait un vrai impact sur l'encaissement de ses créances. Donc ouais, sur le cas un peu général que vous avez fait un petit peu ou pas à Payintech d'ailleurs? Chez Payintech, non, nos commerciaux ne sont pas objectivés sur l'encaissement, ils sont Ouais. uniquement objectivés sur les signatures. Et D'accord. du coup, c'est services financiers qui Ouais. s'occupent de tout le recouvrement. Ouais, c'est sûr qu'il On a plusieurs leviers, on n'a pas eu besoin d'utiliser ce levier. D'accord. Bon, l'idée, c'est sûr que c'est que ça reste quand même dans les mains de la direction financière. Les commerciaux ont autre chose à faire en général, même si évidemment, on peut partager un peu, on peut au moins s'assurer que l'info circule efficacement, même si on ne leur demande pas d'action directe de relance.
On arrive à le dernier indicateur, l'indicateur clé, donc qui est le DSO en anglais, Day Sales Outstanding, ou délai moyen de paiement, qui est l'indicateur qui évalue vraiment votre capacité directe à convertir le chiffre d'affaires en trésorerie. Donc c'est vraiment un indice de performance. Si vous arrivez à avoir un DSO bas d'une quinzaine de jours, bah, en B2B, on peut considérer que vous êtes quand même très efficace. Et si au contraire, bah, votre délai moyen de paiement il s'envole à plusieurs centaines de jours, bah, ça peut être très problématique pour votre trésorerie. Ça permet vraiment de calcul prévisionnel. Donc, c'est en fonction de ce DSO, vous allez pouvoir vous dire si à la fin du mois, bah, si vous avez beaucoup d'échéances de fournisseurs et des salaires à payer, vous faites une grosse croissance, bah, si vous avez engagé beaucoup de coûts, si jamais vous avez un délai de moyen très fort, ça va poser problème. Donc c'est un indicateur à suivre qui est pas toujours suivi, mais qui peut être intéressant, qui est important à suivre. Il y a plusieurs méthodes pour le calculer. Il y a une méthode comptable très simple en prenant les encours d'une période, divisant par le chiffre d'affaires et multipliant par le nombre de jours. On vous mettra à disposition un petit outil pour le faire. Sinon, il y a des méthodes un peu plus complètes par épuisement du chiffre d'affaires qui a l'avantage d'être plus précis et de prendre en compte la saisonnalité. C'est notamment un indicateur qu'on suit très bien sur notre plateforme Upflow. On vous mettra à disposition un lien pour avoir un article aussi et voir comment le calculer. Mais je ne sais pas si toi, Elias, moi, je dois me confesser, je t'avouerai que j'ai commencé à le suivre en début d'année. Donc, en 5 ans, on a commencé à le suivre depuis 1 an. Et c'est vraiment le point de départ de tout. Enfin, c'est là où je me suis rendu compte que mes factures à réception n'étaient pas du tout payées à réception. En fait, c'est que en calculant le DSO, on se rend compte du nombre de jours nécessaires pour que le chiffre d'affaires se transforme en vrai revenu sur le compte en banque. On l'avait jamais calculé parce que la deuxième méthode dont tu parlais, elle gomme la saisonnalité, et nous, on a beaucoup de saisonnalité. Donc, avec la méthode la plus simple, le DSO n'était pas forcément représentatif. Donc, on s'était jamais posé pour le calculer avec la deuxième méthode qui correspond un peu plus à Payntech. Et comme pour la balance AG, je vous conseille vivement de le calculer au moins une fois. Et généralement, c'est quand même le point de départ de tout. Moi, c'est le calcul du DSO l'année dernière qui m'a un peu mis un coup de pied au cul et qui m'a donné envie de revoir toutes ces politiques, calculer les balances AG, faire tout l'exercice fait depuis 1 an et qui nous a permis de réduire nos encours de plus de la moitié en quelques mois. Donc ouais, je vous conseille fortement de le calculer au moins une fois. Là, en plus, on vous donne 2-3 outils pour permettre de le faire assez simplement, et je pense que ça va en surprendre plus d'un et ça va en motiver un peu plus d'un à se poser les bonnes questions sur son poste client. Voilà, super. Donc, on arrive au bout des 6 indicateurs qu'on a choisis. Encore une fois, il y en a plein d'autres, donc on pourrait clairement en discuter pendant un moment. On va passer à vos questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser tout de suite. Je vois qu'on en a quelques-unes. On va commencer à en prendre une. Déjà, il y a aussi un sondage qui a été mis en place si vous voulez y répondre. On a 7 minutes, on n'a quasiment pas débordé. J'ai une première question. Donc, à partir de quand doit-on passer une créance en recouvrement juridique, notamment, on en a parlé très rapidement. Je sais pas si généralement, la manière dont on passe une créance en provision, elle a un impact direct sur le résultat de la société. Si vous avez un commissaire au compte, il va regarder précisément quels indicateurs vous ont permis de dire que telle ou telle créance va devenir irrécouvrable. Généralement, chez Payntech, tant qu'on n'est pas sur l'étape d'huissier ou bien sur une société en redressement judiciaire ou autre, on garde la créance en classique, pas en irrécouvrable. Parce que quand passer une provision sur une créance, ça a un impact direct sur le résultat de la société, donc sur les impôts que paye la société. Donc il faut vraiment prouver en clôture des comptes que telle ou telle créance est irrécouvrable et qu'on peut commencer à passer une provision dessus. Donc il y a différentes écoles chez Payntech. C'est au moment de passer sur une étape de relance supérieure qui est un huissier
un huissier ou autre. Donc, Et ouais, justement, et ça, vous le faites à quel moment bah, quand vous avez des doutes sur la solvabilité, quoi. Sinon, vous négociez pour le plutôt des. coup, chez nous, on a vraiment psychologiquement, on a un gros marqueur, c'est les plus 90 jours. Ouais. Enfin, si on rajoute avec aux 90 jours les délais de paiement accordés initialement, on arrive sur des délais qui sont assez longs. Donc, à plus 90 jours, on passe sur des relances un peu plus agressives. Généralement, la mise en demeure avec les pénalités affichées sur la mise en demeure, ça permet d'être payé assez rapidement. Ouais. Et généralement, avec cette mise en demeure, on encaisse les pénalités en question ou bien on utilise ces pénalités comme dernier levier de négociation pour solder la créance. Et ensuite, s'il se passe toujours rien, 30 jours après la mise en demeure, on fait appel à des huissiers et généralement c'est la dernière étape qui permet d'avoir un paiement assez rapidement, sauf en cas de société, en redressement judiciaire ou en liquidation, où là on est sûr de s'asseoir sur notre créance. Mais ouais, c'est le process chez Paytech en 2-3 étapes. D'accord. Merci Elias. Sur la deuxième question, donc, quel est le DSO moyen qu'on peut attendre? Alors, je sais pas si vous avez des métriques dans votre activité. Je pense que ça dépend énormément de l'activité, effectivement, parce que si vous êtes, comme je l'ai dit au début, si vous êtes en B2C et que vous faites tout payer en amont par carte, bah, vous allez avoir un DSO proche de zéro. Si vous travaillez avec des grands groupes qui vous font attendre 60-90 jours, bah, ça va être très difficile de descendre en dessous parce que c'est des process. Après sur ce qu'on voit, si vous avez des créances, des échéances à 30 jours, faut essayer de s'en rapprocher le plus possible. C'est pas rare que ça explose un peu dans certains secteurs, mais globalement, vous devriez pouvoir vous rapprocher au maximum de votre délai de paiement. Vous laissez quoi. Ouais, carrément. Ouais. Chez Paytech, pour le coup, on a quelques grands comptes à 45 ou 60 jours. Le reste à 15 jours, comme j'ai dit tout à l'heure. Et pour le coup, notre DSO, actuellement, il doit être autour de 27-28 jours. Donc, c'est parfaitement représentatif de notre délai de paiement. Donc, ouais, l'idée, c'est de se rapprocher un maximum de son délai de paiement. Si l'écart se creuse, c'est qu'il y a un problème, soit sur les process, soit sur la manière de relancer. Ok, ouais, bien sûr. On va prendre encore deux questions, je pense, et après on sera au bout. Comment piloter ces indicateurs à long terme? Alors, comment piloter? Donc, j'imagine comment les analyser, les suivre que choisir finalement ensuite à ces indicateurs. Je ne sais pas si toi, quelles sont tes méthodes quand tu fais du reporting aussi. Moi, pour le coup, j'ai des reportings mensuels que je dois donner à mes actionnaires et aux deux dirigeants de la société. Donc, tous les mois, je me pose sur toutes ces notions. On a les bons outils qui nous permettent de sortir les chiffres assez simplement. Ça dépend de l'activité, de la croissance. Je pense que mon confrère dans le BTP un suivi mensuel, sachant que il est sur une société qui a plus de 50 années derrière lui. Je pense qu'il n'y a pas forcément besoin de suivre ça tous les mois. Il n'a pas de problème de trésor, de problème de croissance. Donc, je pense qu'un suivi annuel avec son comptable, ça lui suffit largement. Donc, ouais, ça dépend de votre taille, de votre activité et surtout de votre croissance. Et du coup, toi, c'est mensuellement à la direction, en gros. Ouais, c'est ça. Ouais. Mensuellement, on a un reporting qui comporte plein d'éléments financiers, business et compagnie. Et on a une slide ou deux sur notre poste client et on informe la direction du montant de l'encours total, des plus 90 jours, de notre DSO. D'accord. Et sur le reste de l'équipe, il y a une information générale ou pas, ou c'est fait par l'équipe commerciale sur même le chiffre d'affaires, des choses comme ça? Sur le reste de l'équipe, on a nos responsables de compte qui ont accès en temps réel à tous les encours de leurs clients. Donc, avant de se rendre en rendez-vous commercial pour renégocier un contrat ou autre, ils peuvent regarder rapidement
où est-ce qu'en est les encours de ce client, son délai constaté de paiement moyen, et c'est l'historique de ses factures et de ses paiements. Et ensuite, lorsqu'on a des vrais problèmes de paiement sur un client, ouais, ils sont impliqués dans le process de relance et en dernier recours, quand on arrive à plus de 60 jours, on implique clairement les responsables de compte pour éviter de passer la barrière psychologique des 90 jours. D'accord. Et alors, une petite question pour toi, Elias, j'ai l'impression quels outils tu utilises, sans mentionner Upflow, bien sûr, en le mentionnant justement, quels autres outils tu utilises toi en tant que CFO? Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai calculé mon TSO en fin d'année dernière et ça m'a permis de me rendre compte qu'il y avait un souci sur mon poste client. Et donc depuis janvier, on a installé Upflow chez Pennytech pour le suivi et les relances. On a généralisé le prélèvement avec Bookardless, ce que je disais tout à l'heure sur nos clients fixes, même un peu sur les clients événementiels. On a généralisé le prélèvement et depuis un an, on n'a jamais eu de prélèvement rejeté ou autre, donc ça se passe plutôt bien. Et ensuite, c'est pas un outil, c'est juste des procédures, c'est se poser la question tous les 3-4 mois de est-ce que ma politique commerciale est en lien avec mon business, est-ce que les résultats attendus sont corrects, et du coup c'est les rapports de Upflow qui permettent de me rendre compte si en fonction des différentes politiques mises en place, j'ai un impact direct sur mes encours. On essaye de temps en temps de faire des focus un peu plus précis par secteur, par zone géographique. On travaille avec pas mal de pays. Donc voilà, c'est un peu un mix des trois de Bookardless pour les prélèvements, de Flow et de juste du bon sens dans les process et dans la politique commerciale. Ok, très cool. On arrive au bout de la demi-heure. Du coup, on va vous laisser sur cette dernière question. Je vous remercie en tout cas de tous d'avoir assisté à ce petit webinaire. Ce qu'on va faire, je vous laisse les coordonnées de l'IS et de moi-même. Donc, si vous avez des questions sur Pennytech ou sur Upflow, n'hésitez pas à nous contacter. On vous enverra un petit mail aussi où vous aurez un lien vers le replay. On vous a parlé de trois choses, d'un article et d'un petit calculateur justement pour son DSO, méthode simple et comptable. On vous les enverra aussi par mail, donc n'hésitez pas. Et puis on est à vos dispo de toute façon si quoi que ce soit. Et j'espère que je vous retrouverai à un webinaire bientôt. Tu veux le mot de la fin, Lias? Merci à tous et ouais, n'hésitez pas si vous avez besoin de petits conseils ou si vous avez des questions un peu plus indiscrètes, n'hésitez pas à me contacter, vous avez mon adresse mail, je prendrai le temps avec grand plaisir de répondre à vos questions. Super, merci à tous, bonne journée. Au revoir.